Bonjour les cinquièmes, je fais une vidéo là pour reprendre ce qu'on a déjà vu en classe et j'en profite pour apporter des précisions concernant le vocabulaire et la correction du travail que vous avez fait à l'écrit sur les liens vassaliques, la cérémonie de l'hommage. Je vais vous présenter une correction. Je vais reprendre rapidement tout ce qu'on a vu en classe très vite et je vais essayer d'apporter des nouveaux documents pour changer un petit peu. Donc la carte qu'on a déjà vue ici, qui vous parle des invasions vikings. On est parti des invasions vikings qui ont lieu au 9e et au 10e siècle. Pour vous rappeler que ces vikings attaquent tout l'Occident féodal, pas seulement d'ailleurs, ils attaquent le monde musulman et l'Empire byzantin aussi, et que ces vikings, ils sont très forts parce qu'ils ont à leur disposition des bateaux qu'on appelle des dracars et qui peuvent à la fois aller sur la mer et remonter le cours des fleuves. C'est comme ça qu'en remontant le cours des fleuves, ils peuvent s'enfoncer très loin dans les terres de leurs ennemis, débarquer, attaquer et puis repartir très vite sans que l'ennemi ait eu le temps de réagir. Donc on est au 9e siècle, ici, l'empire de Charlemagne a été démantelé, a été découpé en 3 parties, chaque partie revient à l'un des petits-fils de Charlemagne. Et je vous avais dit que ces invasions vikings avaient complètement désorganisé l'Occident féodal, à tel point que les rois qui dirigent ces grandes parties de l'Ancien Empire ne contrôlent plus rien, ne dirigent plus rien, et que les nobles vont, puisque le roi s'est montré impuissant, s'organiser entre eux. Alors sur les vikings en eux-mêmes, on ne va pas y passer trop de temps, juste pour vous dire que leur arme principale c'est ce bateau, le drakkar. Le drakkar qui est une invention des vikings, ces vikings qui sont des gens du nord de l'Europe, de ce qu'on appelle la Scandinavie, des pays qu'on appelle aujourd'hui le Danemark, la Suède et la Norvège, et qui ne sont pas chrétiens, en tout cas au début, au 9e, 10e siècle, ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens, c'est-à-dire qu'ils sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux, et que de ce fait, ils attaquent sans aucun problème les églises pour piller les richesses qu'il y a dans les églises, dans tout l'Occident féodal. Parce que dans l'Occident féodal, où est-ce qu'on trouve les bijoux, les objets précieux, l'or, l'argent, etc. C'était dans les églises, dans les abbayes, dans les monastères que c'était entreposé. Ces vikings, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur eux au cinéma. Ici, c'est une série. Donc on les présente souvent comme des guerriers barbares et sanguinaires. En fait, non, c'était pas tout à fait ça. C'était des gens comme les Francs, comme les gens de l'Occident féodal. Ils étaient habillés pareil, ils leur ressemblaient beaucoup. Puis c'était pas des barbares, des guerriers farouches. C'était aussi des commerçants. Voilà. Mais bon, vous allez voir, il y a des films et des séries, des BD, des dessins animés, plein de choses qui présentent les Vikings un petit peu de façon on vous les présente comme des barbares alors que c'est pas tout à fait ça. Alors, ici, regardez ces 3 cartes. Sur ce qui suit l'Empire de Charlemagne et la division en 3 parties de l'Empire de Charlemagne. La partie ouest, la partie occidentale qui nous intéresse, qu'on appelle la Francia de l'Ouest, qu'on appelle plus tard la France. Regardez, ici, vous avez le royaume limité par des lignes rouges. Et en jaune ici, ce qu'on avait vu en classe, c'est-à-dire le domaine royal. Et je vous avais dit, le domaine royal, c'est le territoire qui est directement contrôlé par le roi, c'est-à-dire la seigneurie du roi. Donc la seigneurie, c'est de là que le roi tire son revenu, c'est là que des paysans travaillent pour lui. Mais en dehors de ce domaine royal, le roi n'a quasiment aucun pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il y a en dehors ? Il y a des comtés et des duchés. Des marquisats, comtés, duchés, c'est-à-dire des sortes de super seigneuries, des territoires de grands nobles. Et à l'intérieur de ces comtés, de ces duchés, ces territoires sont eux-mêmes divisés en centaines, voire parfois en milliers de seigneuries. Et puis vous voyez dans les 2 cartes suivantes que ce qui se passe, en 1314 et à la fin du XVe siècle, la situation s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'au départ, un domaine royal tout petit, mais à l'arrivée, à la fin du XVe siècle, le domaine royal est immense. Il correspond presque entièrement au royaume de France. Il reste
quelques grands duchés, duché de Bretagne, duché d'Auvergne, mais vous voyez que les rois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rois ont repris la main, ont repris le pouvoir sur leurs grands nobles. Et là, on commence à avoir, vous voyez, des 14e, 15e siècle, on commence à avoir un territoire, un État, un roi, donc un pays, donc la France. En quelque sorte, c'est la naissance, dans ces siècles-là, la naissance d'un pays qu'on appelle la France. Donc, deux grandes périodes, 9e, 10e siècle, la période des Red Vikings, avec un roi faible, un roi de quelque chose qui n'est pas encore vraiment la France, et des nobles qui, puisque le roi est faible et ne peut pas réagir face aux Vikings, eh bien les nobles qui s'organisent entre eux pour se partager à la fois la richesse et le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la féodalité. La féodalité vient du mot fief et désigne cette période, donc toute la période du 9e au 15e siècle, dans laquelle le roi est plutôt faible, même si il reprend du pouvoir après, et où chaque territoire est dirigé par un grand noble qui fait un petit peu ce qu'il veut dans sa super seigneurie. Et vous voyez, deuxième période de notre période féodale, 11e, 15e siècle, très lentement, le roi reprend le pouvoir sur ses grands vassaux. On verra comment en classe. Il étend son domaine royal jusqu'aux limites du royaume de France. C'est la naissance d'un pays, donc avec un territoire, un roi, un État, un pays qui s'appelle la France. Alors, cette cérémonie de l'hommage qui marque ces liens de vassalité entre les grands nobles, quelques documents pour vous la montrer. Ça, c'est la première étape. Ici, on reconnaît à gauche que c'est le roi qui est assis. Celui qui est à genoux, c'est son futur vassal. Donc le roi est le suzerain. Celui qui est à genoux, c'est le vassal. Le vassal met ses mains dans les mains du roi et va lui faire une promesse de fidélité. Donc, le roi est concerné lui-même par cette cérémonie. Il fait lui-même promettre à ses vassaux fidélité dans le cadre de la féodalité. Ici, un autre document qui vous montre que... Alors, qu'est-ce qui est particulier dans ce document? C'est que c'est pas le roi et un noble, ou deux nobles entre eux, c'est deux rois entre eux. Et on reconnaît ici à droite le roi de France, on reconnaît parce qu'il y a sur son vêtement ici des fleurs de lys. Les fleurs de lys, on les voit ici aussi, c'est le symbole de la monarchie capétienne, c'est-à-dire de la monarchie qui commence en 987, c'est la dynastie des Capétiens, et cette dynastie qui commence en 987 a pour symbole la fleur de lys que vous voyez ici sur le manteau. Chez les Carolingiens, c'est-à-dire les descendants de Charlemagne, pas de fleur de lys, c'est pas ça, c'est après, c'est 987, le symbole de la monarchie capétienne. Donc ici, le roi capétien qui est debout, tandis que ici un autre roi est assis et met ses mains dans les mains du roi de France. C'est le roi d'Angleterre qui prête serment de fidélité au roi de France, qui devient le vassal du roi de France. Donc un roi peut être lui-même vassal d'un autre roi. Ça a été le cas entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Donc je reviens sur cette cérémonie avec un autre dessin. Bon, trois parties, l'hommage avec le suzerain et le vassal. Il met ses mains dans les mains du seigneur. Le vassal met ses mains dans les mains du seigneur ou du suzerain, c'est ce qu'on appelle l'hommage. Puis le vassal promet fidélité à son seigneur en posant la main sur un objet sacré. Ça peut être une Bible, ça peut être une croix, ça peut être les reliques d'un saint. Bref, pas de contrat au Moyen-Âge, pas de contrat écrit, pas de signature, pas de contrat écrit ou presque pas. Ce qui compte, c'est le serment. Et quand on fait un serment, on le fait sur un objet sacré. Et qu'est-ce qui est sacré dans l'Occident féodal? C'est tout objet qui a un rapport avec la religion chrétienne. Et puis, troisième étape de cette cérémonie, l'investiture. On dit que le vassal est investi. Ça veut dire qu'il reçoit son fief. Le seigneur donne, ou le suzerain donne au vassal un objet qui symbolise le fief. C'est ce qu'on appelle l'investiture. Et je vous ai dit, l'objet, ça peut être une motte de terre, une botte de paille, ça peut être une faux, ça peut être une bêche, ça peut être un bâton, ça peut être toutes sortes de choses qui symbolisent la terre, le fief que le suzerain donne à son vassal. Et donc avec cette cérémonie de l'hommage qui est répartie, qui est utilisée, qui est faite dans toute la noblesse, à cette époque-là, on arrive à cette
pyramide vassalique que je vous avais montrée, qui concerne toute la noblesse. Attention, alors pas toute la société, pas tout le monde, la noblesse. On part du bas, vous avez les simples chevaliers. Les simples chevaliers, c'est les nobles qui se battent, qui combattent. Eux ne sont suzerains de personne et sont vassaux de seigneurs plus importants qu'eux. Exemple, le seigneur de Vimy, un petit seigneur qui possède une seigneurie et qui lui-même est vassal d'un plus grand seigneur, comme un duc ou un comte. Et les grands seigneurs étant eux-mêmes vassaux du roi. Simplement, et les grands seigneurs, comme je vous l'ai dit, même s'ils sont vassaux du roi, eh bien, ça c'est en théorie. Dans la réalité, dans les faits, ils n'obéissent pas au roi, ils font ce qu'ils veulent dans leur comté, dans leur duché. En théorie, le roi est suzerain de tout ce monde-là. D'accord? Et il est au-dessus de tout le monde. Et puis, donc, quels sont les devoirs de chacun? Eh bien, le vassal, il doit fidélité, conseil, aide militaire, aide financière. Aide financière, c'est, par exemple, dans certains cas, quand le suzerain marie sa fille, par exemple, le vassal doit lui donner une somme d'argent. L'aide militaire, c'est le plus important, c'est le service militaire qu'on appelle l'ost. Le vassal doit à son suzerain ses soldats, doit lui prêter ses soldats pour une période maximale de 90 jours, 3 mois, c'est ce qu'on appelle l'ost. Et puis au terme de ces 3 mois, le suzerain doit rendre les soldats à son vassal. De l'autre côté, qu'est-ce que le vassal a en échange? Il a surtout, le plus important, je vous l'ai dit, un fief, c'est-à-dire la terre dont il va pouvoir vivre. Et donc je vous le redis encore une fois, le fief, c'est une terre, c'est pas seulement une terre, c'est une terre avec tout ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire les bâtiments, les maisons, le moulin, l'église, le château, les villages, et puis surtout les hommes qui vivent dessus, les personnes, les paysans qui, eux, sont attachés à la terre, qui n'ont pas le droit de partir. Donc, le fief, c'est aussi les gens, c'est les personnes qui vivent sur la terre. Et les personnes qui vivent sur la terre, c'est les paysans, c'est ceux qui cultivent. D'accord? Donc, tout en haut, le roi, et le roi lui-même, alors ça c'est important, le roi lui-même n'a pas d'armée, le roi, il n'a pas de soldats. Il n'a pas de soldats à lui en permanence. Pour partir en guerre, par exemple quand il se lance dans une guerre de conquête pour conquérir un nouveau royaume, un autre royaume, le roi doit compter sur ses grands vassaux. Il doit leur demander l'ost, c'est-à-dire d'abord avec la limite de 3 mois, 90 jours, et puis en plus, comme il demande à ses grands vassaux qui le plus souvent, en tout cas au début de la période, ne lui obéissent pas, qu'est-ce qui se passait? Le roi il dit voilà, je pars en guerre, donc mes vassaux, apportez-moi vos soldats. Les grands seigneurs disent non, j'ai pas tellement envie de prêter mes soldats au roi, donc je vais pas lui obéir. Ou alors je vais lui envoyer des soldats, mais seulement la moitié. Ou alors je vais lui envoyer des soldats, mais je vais faire en sorte de les récupérer au bout d'un mois. Ce qui fait que le roi ne pouvait jamais savoir à l'avance combien il aurait de soldats et quelle force il aurait pour ces guerres. Et il était encore plus affaibli, vous comprenez le principe. Puisqu'il n'a pas d'armée et qu'il doit compter sur ses grands vassaux ne lui obéissent pas ou mal, le roi ne sait jamais combien il va avoir de soldats et sur qui il pourra véritablement compter s'il part dans une guerre importante contre un autre royaume, par exemple contre le roi d'Angleterre. Alors, quelques mots. Le vocabulaire, oui. Donc le vocabulaire, ne pas confondre domaine royal et royaume de France. Le domaine royal, je vous ai dit, c'est la seigneurie du roi. C'est le territoire qui est directement contrôlé par le roi et duquel le roi tire des revenus grâce aux paysans. Alors que le royaume de France, c'est quelque chose au départ d'un peu vague, un peu flou, qui s'appelle pas royaume de France, mais qui s'appelle Francia de l'Ouest, c'est-à-dire une partie de l'héritage de l'Empire de Charlemagne. Puis après, alors on parle de roi de Francia de l'Ouest, puis après on parle de Rex Francorum, en latin ça veut dire roi des Francs, et puis enfin, et seulement à partir du XIIIe siècle, les années 1200, avec un roi qui s'appelle Philippe Auguste, alors là, seulement à partir de ce moment-là, on parle de Rex Franciae, ce qui signifie en latin roi de France, et c'est important parce que à partir du moment où il y a un roi de France, on peut dire qu'il y a véritablement un pays qui s'appelle la France. Avant ça, la France, c'est quelque chose de vague, de flou, qui n'existe pas encore vraiment, véritablement. D'accord? Donc,
euh, un royaume de France et un domaine royal, ne pas confondre les deux. Le royaume de France, le roi, en théorie, est suzerain de tous les nobles qui ont des territoires dans le royaume de France. En pratique, dans la réalité, il ne les contrôle pas vraiment. Ce qu'il contrôle vraiment, c'est son domaine royal, c'est-à-dire sa seigneurie, c'est-à-dire la terre dont il tire ses revenus. Le reste, c'est contrôlé par les autres grands nobles. Et puis, vous avez le mot féodalité, ici, regardez, duquel on tire des mots comme féodal, l'adjectif, féodalisme ou inféodal, le nom commun. Donc, le mot de féodalité vient du mot fief. Quand on dit l'Occident féodal, ben c'est ça, hein, le mot de féodalité vient du mot fief, et il désigne cette période historique qui va du Xe au XVe siècle que je viens de vous expliquer. Cette période historique durant laquelle ce sont les grands nobles, ducs, comtes, barons, marquis, etc., qui ont le pouvoir dans leur région, qui font ce qu'ils veulent dans leur région, et durant laquelle le roi, en tout cas en France, le roi est plutôt faible. Rappelez-vous ce que c'est qu'un comte. On avait dit déjà, pour l'empire de Charlemagne, on avait parlé déjà des comtes. On avait dit que l'empire de Charlemagne était divisé en 300 comtés, avec 300 comtes. Mais quand on parle de comte sous Charlemagne, c'est qui un comte sous Charlemagne? C'est un fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit à Charlemagne. Même parfois il obéit pas bien, il est surveillé par les missi dominici, mais c'est un fonctionnaire. Après Charlemagne, après les invasions vikings, que font ces fameux comtes? Ils disent ok, moi je suis plus fonctionnaire, je suis à la tête de ma région, c'est moi qui fais. Je fais ce que je veux dans ma région, et en plus de ça, je vais nommer mon fils comme comte à ma place quand je serai mort. C'est-à-dire qu'on dit que la charge est héréditaire, ça veut dire que une fois que le comte meurt, c'est son fils qui prend la relève, qui devient comte à sa place, ce qui n'existait pas sous Charlemagne, puisque les comtes étaient des fonctionnaires et ils étaient nommés, remplacés par Charlemagne lui-même. Donc vous voyez ce que c'est que la féodalité, 11e, 15e siècle, et période dans laquelle c'est les grands nobles qui sont puissants, qui font ce qu'ils veulent dans leur région. Et puis, alors aujourd'hui, je vous ai mis en bas là, on emploie le mot pour désigner un personnage. On emploie donc le mot féodal, inféodal, pour désigner un personnage important à la tête d'une ville ou d'une région. Par exemple, un maire ou un président de région. Par exemple, on dit le maire de Lyon ou le maire de Marseille ou la maire de Paris. Ce sont des grands féodaux. Ça veut dire quoi? On veut dire par là qu'ils sont puissants, qu'ils font ce qu'ils veulent dans leur ville et qu'ils sont tellement importants, ils sont à la tête d'une ville importante que finalement ils obéissent pas tellement à l'État, parfois même ils défient l'État. Alors on parle dans ce cas-là de féodaux, de féodalité, on les désigne comme des grands féodaux. Et puis vous avez les mots, alors vassal au pluriel, vassal singulier, vassaux pluriel, suzerain, et puis pluriel avec un S, la suzeraineté et la vassalité. Alors la suzeraineté, c'est un synonyme de souveraineté. On dit que un pays est suzerain, par exemple, d'une région. Par exemple, Hong Kong. Par exemple, la République populaire de Chine aujourd'hui est suzeraine de Hong Kong, qui est un territoire chinois qui était indépendant avant et qui est maintenant dirigé par la Chine. D'accord, donc la suzeraineté, c'est la souveraineté, c'est le pouvoir sur une personne ou un territoire. Donc rappelez-vous, vassal au pluriel vassaux, suzerain. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de la noblesse, c'est les liens de vassalité, et c'est un petit noble qui se lie avec un noble plus important que lui pour devenir son vassal, et tandis que lui devient le suzerain. Je te donne ma fidélité et mes soldats quand tu en as besoin, et mon aide quand tu en as besoin. En échange, tu me donnes un fief qui va me permettre de m'enrichir et de contrôler une terre. Alors, la correction du travail que vous avez fait en classe, c'est une correction possible. Il fallait faire ça, donc je vous avais mis 3 parties. Première partie, donc très courte, c'est pas la peine de faire trop long. Au 9e et 10e siècle, les Vikings attaquent tout l'Occident féodal. Les raids et pillages désorganisent les sociétés.
car les armées du roi ne sont pas habituées à ce genre d'attaque, où les armées du roi n'arrivent pas, où le roi n'arrive pas à répondre aux attaques des Vikings, où le roi est trop faible pour vaincre les Vikings, où les Vikings sont trop forts pour être arrêtés par les rois de l'Occident féodal. Voyez l'idée, c'est ça l'idée qu'il faut exprimer ici dans la première partie. Que, en fait, les Vikings sont forts, qu'ils attaquent l'Occident féodal, et que à cause de ces pillages et de ces raids, eh bien, c'est toute la société qui est désorganisée. Deuxième partie, les rois sont tellement affaiblis, en particulier dans ce qui sera plus tard le royaume de France, que la noblesse décide de s'organiser elle-même, que les nobles s'organisent entre eux, s'autonomisent, deviennent de plus en plus indépendants du roi. Et ils vont faire entre eux des liens vassaliques, des liens de vassal à suzerain. Cela commence par la cérémonie de l'hommage, et puis alors là, vous pouvez raconter la cérémonie de l'hommage, ou dire ce qu'ils s'échangent dans cette cérémonie. Deux nobles se lient l'un à l'autre en s'échangeant des promesses. Le vassal promet d'être fidèle, de servir et de prêter ses soldats au suzerain, l'ost, et le suzerain promet de protéger et de donner un fief à son vassal. Ça, il faut absolument le mettre, c'est obligatoire. Le fief comme don du suzerain à son vassal, vous devez absolument le mettre. Ces liens de vassalité, troisième partie, transforment la pyramide, transforment la noblesse en une pyramide, tout en où il y a le roi qui n'est le vassal de personne et le suzerain de tout le monde. Et je vous ai dit que ça, c'est en théorie. En pratique, le roi, il est peut-être le suzerain de tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tout le monde lui obéit. En dessous du roi, on trouve les grands nobles, comme les ducs et les comtes, l'étage juste en dessous, puis l'étage encore en dessous, les petits seigneurs, par exemple le seigneur de Vime, et puis enfin l'étage tout en bas, c'est les simples chevaliers, qui sont les nobles qui se battent, qui font la guerre, qui en général qui ont leur équipement, leurs armes, leurs armures et leur cheval, mais c'est tout. Et qui ne sont donc les suzerains de personne, puisqu'ils sont tout en bas. Donc on décrit cette fameuse pyramide qui décrit l'organisation de la noblesse pendant cette période féodale. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que maintenant c'est plus clair et je vous dis à bientôt.